Le 18 mars 1945 à 9h47 du matin, le soldat Danny Reeves était accroupi dans une tranchée à 200 mètres des lignes allemandes près de la rivière RUR, observant 3 tireurs d'élite ennemis attaquer l'ensemble de sa compagnie. 47 hommes étaient pris au piège, sans soutien d'artillerie, sans appui aérien, seulement un terrain découvert et 3 fusils Mousset qui avaient tué 6 Américains ce matin-là. Au cours des 8 minutes suivantes, Reeves allait utiliser une technique si dangereuse et inhabituelle que son commandant menaça de le traduire immédiatement devant le maréchal pour l'obliger à enseigner cette méthode à chaque ingénieur de combat de la 3e armée. Les mines de charbon de Scranton, en Pennsylvanie, n'apprennent pas grand-chose sur la doctrine militaire, mais elles enseignent à supporter la pression, à penser rapidement quand le plafond menace de s'effondrer, à faire ce qui fonctionne plutôt que ce qui est écrit dans le manuel. Danny Reeves avait appris ces leçons à 14 ans, suivant chaque matin son père dans l'obscurité avant l'école. À 16 ans, il pouvait poser des explosifs les yeux fermés, calculant le poids de la poudre et la longueur du détonateur à l'oreille. Le contremaître le qualifiait d'imprudent. Son père, de compétent. La différence était que Danny comprenait parfois qu'il fallait enfreindre les règles pour sauver des vies. 3 jours après Pearl Harbor, il s'engagea et à Fort Belvoir, pendant l'entraînement de base, il eut 18 ans. L'armée, voyant son passé de mineur, en fit un ingénieur de combat. Cela semblait raisonnable, mais la doctrine de l'armée pour la guerre des mines avait été écrite par des hommes qui n'avaient jamais rampé hors d'un puits effondré avec seulement 60 secondes d'oxygène restant. Le manuel disait que les mines étaient des armes défensives. Placez-les dans les champs, marquez-les sur les cartes, créez des obstacles, attendez que l'ennemi passe. Danny vit ses hommes mourir en suivant cette doctrine. Le 12 février 1945, le sergent Mike Brennan dirigea une escouade pour poser un champ de mines hors de Durand. Tout était conforme au manuel, espacement correct, placement parfait. Les obus de mortier allemands commencèrent à tomber. Des éclats frappèrent la poitrine de Brennan. Tenant encore une mine, il mourut dans la boue. Le champ était à moitié terminé et inutilisable. Le 23 février, le caporal Jimmy tenta de dégager un chemin à travers des mines allemandes pour les fantassins. Procédure standard, sonder à la baïonnette, marquer chaque mine, les désamorcer une par une. Une mine radio-secrète explosa sous le genou. Les médecins trouvèrent les débris dans le sol gelé sur 12 mètres. Le 3 mars, le soldat Tommy Sullivan reçut l'ordre de poser des mines antipersonnelles le long d'une ligne d'arbres. Il discuta avec le lieutenant Mackay, disant que les Allemands contournaient toujours et qu'il fallait quelque chose de mobile et agressif. Mackay lui ordonna de suivre la doctrine sous peine de sanction. Sullivan posa les mines. 6 heures plus tard, les Allemands les contournèrent et prirent les positions. Sullivan fut abattu par 3 tirs alors qu'il tentait de se replier. Danny connaissait Tommy. Ils étaient côte à côte depuis la Normandie. Chaque nuit, Tommy lui montrait des photos de la sœur de son enfant. Après la guerre, ils avaient parlé d'ouvrir ensemble un garage et de réparer des Ford et Chevrolet dans une petite ville tranquille de Pennsylvanie. Après la mort de Sullivan, Danny dormait très peu. Il commença à observer les positions ennemies d'un œil différent, non plus tactique, mais comme un enfant, examinant les angles, calculant les risques, voyant des opportunités que la doctrine ignorait. Le problème était simple, l'esprit américain était statique. Placer et prier. Les Allemands étaient intelligents et expérimentés. Ils détectaient les dispositions des champs de mines, contournaient et envoyaient des équipes de reconnaissance, s'adaptant plus vite que la doctrine américaine. Danny vit une autre solution. Les mines n'avaient pas besoin d'être défensives. Elles pouvaient être offensives, agressives, mobiles. Mais le dire à voix haute provoquait des rires ou pire. Après la mort de Sullivan, il tenta une fois. Le capitaine Rod inspectait les positions et Danny s'approcha respectueusement, expliquant que les mines pouvaient être déployées pendant le combat, utilisées pour cibler des positions ennemies spécifiques et appliquées de manières inattendues. Rod le regarda comme si Danny proposait de désobéir. Les mines sont défensives. Nous les plaçons selon le manuel. La conversation se termina là, mais Danny ne pouvait pas l'ignorer. À chaque patrouille, à chaque avancée, il vit des situations où une mine bien placée pouvait détruire une position ennemie plus rapidement qu'une batterie d'artillerie complète. Bunkers impossibles à contourner, ni de mitrailleuses protégées par des tirs croisés, postes de tir pour grenades trop loin et mortiers trop proches. Les règlements disaient que les mines étaient des outils défensifs. On les enterrait, on les marquait sur la carte et on les oubliait jusqu'à ce qu'un soldat fasse un faux pas. Danny savait qu'il existait une autre voie, dangereuse, inhabituelle, qui pourrait le mener devant une cour martiale. Mais après avoir vu Tommy Sullivan mourir pour suivre les règles, il commença à ignorer les règlements. Le problème était de trouver comment faire. Et il le fit sans mourir.
Il commença à expérimenter en silence, pas avec des bombes vivantes, mais avec des poids et des distances, testant ses théories et les lois de la physique. Combien de poids pouvait-il lancer avec précision? Quelle rotation le maintenait stable? Comment chronométrer le détonateur? La mine anti-char M1 pesait 20 livres, trop lourd pour un lancer à distance. Mais la mine chaussure allemande, utilisée comme équipement capturé, pesait seulement 4 livres, compacte, assez puissant pour arracher une jambe ou faire effondrer l'entrée d'un abri. Avec une mèche correctement ajustée pour une combustion rapide mais pas trop rapide, et un lancer suffisamment ferme et droit. Danny pensait constamment. Il calculait les angles en creusant des terriers, prévoyait les trajectoires en nettoyant son fusil, imaginait le mouvement en restant éveillé dans la caserne sombre. Il savait que ça pouvait marcher. Il savait aussi que c'était strictement interdit. Le 17 mars 1945, une froide nuit s'abattit sur la poche de Ruée. La compagnie s'était approchée à 300 yards, environ 300 mètres, de la rivière, mais la résistance allemande s'intensifiait. Les tireurs d'élite visaient quiconque se déplaçait en plein jour. L'artillerie conservait ses obus pour l'attaque principale. Coincé, Danny était assis dans une position de combat peu profonde, nettoyant son carabine M1 et écoutant le lieutenant Mackay briefer les chefs de section à 6 mètres de là. Mackay murmura « Il y a 3 positions de tireurs d'élite confirmées. 2 dans la ferme à 200 yards, une dans le clocher de l'église. Ils ont une vue claire de tout notre front. À l'aube, quoi qu'il arrive, nous avançons. Ordre de la division. » L'un des sergents parla. « C'est une foutue mission suicide. Mon commandant, nous allons perdre la moitié de la compagnie en traversant ce terrain découvert. »« J'en suis conscient, sergent, » répondit Mackay. « Mais si vous ne pouvez pas envoyer de l'artillerie sur ces positions sans faire pleuvoir tout le front allemand sur nous, nous n'avons pas d'autre choix. » Danny écoutait. Il pensait à Tommy Sullivan. Il pensait aux mines chaussures stockées dans le dépôt. Il pensait aux angles, aux détonateurs et aux trajectoires. Il se leva. « Mon commandant, je pourrais avoir une option. » Mackay se fâcha. « Reeves, si tu n'as pas développé ton instinct, appuie-toi contre moi. Je peux neutraliser ces positions et ces tireurs d'élite ce soir. » Un silence glacé suivit. « Explique-toi, soldat, dit Danny. Pas tout. Pas la partie de modification des détonateurs ni les calculs physiques qu'il a passé des semaines à établir. Juste assez pour que Mackay comprenne le concept de base. Utiliser les mines allemandes capturées. Déploiement modifié. Approche rapprochée dans l'obscurité. Neutraliser les positions avant l'aube. Mackay le fixa pendant 10 longues secondes. C'est la chose la plus imprudente que j'ai jamais entendue. « Oui, mon commandant. Je risque d'être tué dans l'opération. »« Peut-être, mon commandant. Et si, d'une manière ou d'une autre, vous survivez, sachez que vous serez jugé pour endommagement de matériel militaire et violation du protocole de combat. »« Bien compris, mon commandant. » Un autre silence. Puis Mackay fit quelque chose que Danny n'attendait pas. Il esquissa un léger sourire. « Tu as jusqu'à 4 heures, Reeves. Si ces positions ne sont pas neutralisées avant l'aube, tu ferais mieux d'espérer que les Allemands te tuent avant moi. » À 23h15, Danny se glissa seul hors du dépôt. L'équipement allemand capturé était entassé dans des caisses en bois à l'arrière, mal organisé et en grande partie oublié. Il trouva rapidement ce qu'il cherchait, 4 mines chaussures intactes et fonctionnelles. Il vérifia soigneusement les détonateurs, inspecta les trains de poudre et mesura la vitesse de combustion au toucher et à l'odorat. Détonateur standard, 8 secondes entre l'allumage et l'explosion. Trop long pour ce qu'il prévoyait. La mine risquait de toucher le sol, de rouler, de s'enfoncer dans la boue et de gaspiller sa charge. Il avait besoin de 3 secondes, peut-être 4. Lancer fermement, surveiller sa trajectoire, attendre l'explosion au moment du choc ou juste avant d'enlever ses coupe-fils. Tout devait être parfait. Les règles étaient claires. Ne jamais toucher aux explosifs, ne jamais modifier les détonateurs et ne jamais ajuster les mécanismes de déclenchement en dehors des installations autorisées et sous supervision appropriée. Danny pensa à Tommy Sullivan, aux photos de la sœur de son enfant, à ce qu'il avait payé de sa vie pour suivre les règles. Il coupa le détonateur. Le geste était délicat. Un faux mouvement et la mine aurait explosé dans ses mains. Mais ses doigts se souvenaient des explosifs du puits de charbon. Il se souvenait avoir placé des capsules dans l'obscurité, entourées d'eau autour de ses bottes. Il raccourcit le détonateur avec précision, le mesura au toucher et le plia fermement. 3 secondes. Il testa le poids. L'équilibre était parfait. Il fit de même pour les 4 mines. 20 minutes passèrent. Ses mains restèrent stables tout le temps, couvertes de résidus de poudre et de graisse. Quand il eut fini,
Il enveloppa chaque mine dans un tissu, les plaça dans son sac et retourna à sa position. Personne ne le vit. Personne ne posa de questions. À 2h30 du matin, Danny avançait seul, rampant. Les positions allemandes étaient silencieuses. Parfois, un mouvement à travers les fenêtres de la ferme trahissait la présence de quelqu'un. Aucun bruit ne venait du clocher de l'église. Les Allemands ne s'attendaient à aucune attaque à ce moment-là. Pourquoi le feraient-ils? Les Américains ne bougeaient pas ainsi. Le sol était mou à cause de la dernière pluie. Chaque mouvement faisait du bruit. Le tissu effleurant l'herbe, le matériel qui bougeait, sa respiration qui résonnait dans ses oreilles. Il avançait lentement, douloureusement lentement, utilisant chaque tranchée et cratère comme couverture. L'air sentait la terre humide et la fumée lointaine. Traverser 140 yards lui prit 40 minutes. Ses genoux le faisaient souffrir, ses mains étaient engourdies. Mais à 50 yards de la ferme, il atteignit un mur de pierres effondrées et s'arrêta, reprenant son souffle et examinant la cible, 2 fenêtres au 2e étage servant de position de tireur d'élite. Il ne pouvait pas les voir clairement, mais les canons de fusil reflétaient parfois la lumière de la lune. Danny sortit la première mine, l'ouvrit soigneusement, trouva le détonateur, le cœur battant. Pas de peur, juste de l'attente. Soit cela fonctionnerait parfaitement, soit cela le tuerait parfaitement. Dans les 2 cas, ce serait parfait. Il frappa le détonateur contre une pierre rugueuse. Une étincelle jaillit et le feu prit. 3 secondes. Danny se recula, bras pliés en arrière, comme lorsqu'il lançait des pierres pesant 20 kilos enfant. Il visa la fenêtre, calcula le vent et lança. La mine tourna dans l'obscurité, une forme sombre contre le ciel plus sombre. Pour un instant, Danny crut avoir mal calculé, qu'elle tomberait trop courte ou trop longue. Puis elle disparut dans la fenêtre du 2e étage. 2 secondes plus tard, l'explosion illumina la nuit. Le fracas fut immense, plus fort, plus lumineux et plus violent que prévu. Tout l'étage supérieur de la ferme explosa vers l'extérieur. Les poutres de bois éclatèrent. La pierre se fissura. Des tirs jaillirent des 2 fenêtres simultanément. Les voix allemandes hurlèrent. Quelqu'un cria. Mais Danny était déjà en mouvement. Il sortit la 2e mine, plaça le détonateur et visa la fenêtre adjacente. Il lança à nouveau. Parfait. Comme un obus rapide, elle passa par la fenêtre et explosa à l'intérieur. La 2e explosion acheva ce que la première avait commencé. Le toit s'effondra vers l'intérieur. Les flammes se propagèrent rapidement dans le bois ancien. Plus personne ne tirait depuis la ferme. Danny se tourna vers l'église. Le clocher était à 180 mètres, trop loin pour un tir précis. Mais le tireur d'élite avait entendu les explosions de la ferme. Il devait regarder dans cette direction pour comprendre ce qui se passait. Danny ne se dirigea pas droit vers l'église, mais vers un fossé de drainage à un angle qui lui permettait de s'approcher à 60 mètres en toute sécurité. Ses bottes éclaboussèrent dans l'eau stagnante. Il était essoufflé. Derrière lui, les soldats allemands hurlaient, se réorganisaient, tentaient de répondre aux explosions. À 90 mètres de l'église, encore trop loin, il atteignit le bord du fossé. En rampant à découvert, il était vulnérable. Si le tireur regardait en bas, il était mort. Mais tout le monde regardait la ferme, le feu, le chaos. Danny atteignit un tracteur en flammes à 70 mètres de l'église. Assez près, il sortit la 3e mine, alluma le détonateur. Le clocher était un objectif étroit et long, avec de petites ouvertures. Ce tir serait plus difficile que ceux de la ferme. Plus de hauteur, plus de rotation, plus de temps de vol. Danny lança. Maximum de force, relâchement parfait. La mine tourna dans les airs pendant 3 secondes, comme si c'était 30. Il suivit sa montée et sa trajectoire en arc. Elle passa par l'ouverture du clocher et explosa, soufflant simultanément les 4 côtés. La cloche sonna une fois, avec un craquement, puis tomba du toit de l'église. Des flammes s'élevèrent de la clairière. Le tireur d'élite ne tira plus jamais. Danny resta là, essoufflé, regardant le feu se propager dans les positions détruites. 3 positions, 3 tirs, 3 succès. Puis il entendit des pas derrière lui. Il se retourna, saisit sa carabine, attendant les soldats allemands. Mais ce n'étaient pas eux. Le lieutenant Mackay, le capitaine Rhodes et 4 autres soldats de la compagnie étaient là. Tous regardaient les bâtiments en flammes avec une expression mêlée de choc et d'admiration. Mackay fut le premier à parler. « Reeves, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Danny observa les incendies dans les positions détruites au-dessus de Rué, alors que l'eau commençait à se lever. « Ma mission, mon commandant. » Rhodes s'avança. Son visage était impassible. Il resta silencieux longtemps.
Puis le sergent Williams dit « Prenez note, le soldat Reeves devra se présenter au quartier général du bataillon à 7 heures. Nous devons discuter de sa méthodologie. » L'estomac de Danny se noua. Voilà qui arrivait, la cour martiale, les accusations, la punition pour avoir enfreint chaque règle. Mais Mackay souriait, vraiment souriait. « Je plaide pour la clémence du capitaine, mon commandant, dit Rhodes. Mais je pense que le soldat Reeves mérite une médaille et une mission d'enseignement. » Rhodes regarda d'abord Mackay, puis les incendies, puis Danny. Nous en discuterons au quartier général. Tout se passa comme prévu. À 9h47, la compagnie traversa le terrain découvert en direction de la ruée. Aucun tir ne fut échangé depuis les positions allemandes. Les tireurs d'élite étaient morts. Les positions étaient réduites en cendres. Les 47 hommes traversèrent en toute sécurité. 0 perte. Danny marchait avec eux, son esprit déjà tourné vers la réunion au quartier général et les conséquences qui l'attendaient. Il pensait à Tommy Sullivan, au garage qu'ils n'ouvriraient jamais ensemble, aux photos de la sœur d'un enfant qu'ils ne rencontreraient jamais. Il avait enfreint les règles, violé la doctrine, pris le risque d'une cour martiale et avait sauvé 47 hommes. Cela semblait un échange équitable. À 7 heures, Danny attendait à l'extérieur de la tente du quartier général du bataillon. Son uniforme était encore boueux de la patrouille de nuit. Ses mains sentaient encore les explosifs. Il avait fait le nettoyage qu'il pouvait, mais l'eau froide et un chiffon ne suffisaient pas. À l'intérieur, il entendait des voix. Rhodes, Mackay et quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Les paroles étaient étouffées mais animées. Enfin, un sergent lui fit signe d'entrer. La tente était éclairée par une seule lampe à gaz et était exiguë. Malgré la lumière du matin, le capitaine Rhodes était assis derrière une table pliante couverte de cartes et de rapports. Le lieutenant Mackay se tenait sur le côté, à côté d'un major âgé que Danny n'avait jamais vu, portant des insignes de combat d'infanterie et un ruban purpelâtre. « Soldat Reeves, » dit Rhodes d'une voix officielle. « Je vous présente le major Rix du 3e régiment du génie de combat de l'armée. » Danny salua. Rix répondit avec un geste indifférent. « Détends-toi, gamin. J'ai entendu des choses intéressantes sur tes activités d'hier soir. » Rix prit un morceau de papier. « Tableau. Le rapport du lieutenant Mackay est assez détaillé. 3 positions ennemies neutralisées. Aucune perte parmi nos hommes. Méthode de combat. Mines allemandes modifiées, déployées manuellement avec des détonateurs raccourcis. » Rix leva les yeux. « Est-ce exact? »« Oui, mon commandant. » « Vous êtes conscient que manipuler des engins explosifs constitue un crime de cour martiale? »« Oui, mon commandant. » Vous êtes conscient que l'usage non autorisé de matériel ennemi viole plusieurs règlements militaires? Oui, mon commandant. Vous comprenez qu'une attaque de nuit non autorisée sans permission peut être considérée comme un abandon de poste? Oui, mon commandant. Le lieutenant Mackay vous a autorisé à neutraliser les positions. Il ne vous a pas permis de modifier les explosifs, de violer les protocoles de sécurité ou d'inventer de nouvelles techniques de combat non répertoriées dans les manuels depuis 1918. Danny ne dit rien. Tout se déroulait exactement comme prévu. Rhodes parla. « Major, si vous le permettez, le soldat Reeves a sauvé 47 hommes hier. Ses méthodes étaient inhabituelles, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. »« Capitaine, » répondit Rix, « je ne discute pas des résultats. Je me demande si nous voulons encourager ce genre d'innovation imprudente. Et si un autre soldat décide de modifier des explosifs et se fait tuer? Et si quelqu'un tente cette technique sans l'habileté de Reeves et tue nos propres hommes? » Mackay racla sa gorge. « Mon commandant, je ne veux pas être irrespectueux, mais nous utilisons depuis la Première Guerre mondiale la même doctrine de guerre des mines, déploiement statique, position défensive, modèle prévisible. Les Allemands nous ont décryptés. Ils évitent nos champs de mines. Défense statique. Peut-être avons-nous besoin d'un peu d'innovation audacieuse. » Rix resta silencieux un moment. Puis il regarda Danny, l'étudia et demanda « D'où as-tu appris à lancer comme ça, gamin ?»« Mine de Scranton, mon commandant. Je lançais des pierres au rat et jouais un peu au baseball au lycée. »« Et la modification des explosifs ?»« Même endroit, mon commandant. Placement de charge dans les puits de mine. Quand le plafond menace de s'effondrer, on apprend à calculer très précisément le temps de détonation. » Rix hocha lentement la tête, puis fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. « Messieurs, dit-il, je vais probablement prendre une décision qui me vaudra des remontrances du commandement de division. » Il regarda Rhodes. « Capitaine, vous ne courtiserez pas le major Reeves. Vous proposerez de le promouvoir au grade de sergent et de le charger de missions pédagogiques. »
Rhodes cligna de l'œil. « Mon commandant, dit Rix, nous perdons cette guerre d'innovation. Les Allemands ont de meilleures tactiques, une meilleure coordination, une meilleure adaptation. Nous suivons une doctrine écrite à une époque où personne n'avait vu de chars ou d'avions de combat. Pour gagner, nous avons besoin de gars qui pensent comme Reeves. Des hommes qui voient les problèmes et les résolvent, au lieu d'attendre une mise à jour du manuel d'un officier d'état-major à Paris. » Il se tourna vers Danny. « Voilà ce qui va se passer. Caporal Reeves, pendant les 2 prochaines semaines, tu vas enseigner ta technique à tous les ingénieurs de combat de la 3e armée. Tu leur montreras la modification des détonateurs, la technique de lancement, le choix des cibles, et tu documenteras tout afin que cela puisse être intégré officiellement à la doctrine. » Danny sentit le sol glisser sous ses pieds. « Mon commandant, je ne suis pas un enseignant. Je suis juste un mineur de charbon qui a compris comment tuer 3 tireurs d'élite avec des mines capturées et un bon bras de lancer. Cela te rend plus qualifié que la moitié des instructeurs de Fort Belvoir. » Rix se leva. « Ce n'est pas optionnel, caporal. Tu as 2 heures pour écrire tout ce que tu sais sur cette technique. Le lieutenant Mackay t'aidera. Demain à 9 heures, nous commençons la première session de formation. »« Oui, mon commandant. » Rix se dirigea vers la sortie de la tente, puis s'arrêta. « Une chose de plus, Reeves, ne modifie plus jamais d'explosifs sans autorisation. Si tu as de nouvelles idées, apporte-les au lieutenant Mackay. Et surtout, si tu recommences à travailler seul, je m'assurerai personnellement que tu passes le reste de la guerre à nettoyer les toilettes à Casablanca. Compris? » « Très bien compris, mon commandant. » Rix partit. Rhodes regarda Danny avec un mélange d'inconfort et de respect réticent. « Autorisé, caporal. Rédigez le document de formation. » Danny salua et sortit sous le soleil du matin. Il avait la tête qui tournait. 2 semaines étaient devenues 4, 4 semaines étaient devenues 6. Danny se tenait devant des groupes d'ingénieurs de combat sur un champ de tir temporaire, démontrant la technique du lancer, expliquant avec une précision attentive la modification des détonateurs, l'orientation des cibles, les tactiques d'approche et les protocoles de sécurité. Au début, les hommes étaient sceptiques. Les esprits ne fonctionnaient pas ainsi. Ce n'était pas une doctrine. Puis Danny montrait. Allume le détonateur, lance à 70 yards, touche la fenêtre cible, observe l'explosion. Le scepticisme s'évapora rapidement. En avril, 23 ingénieurs de combat maîtrisaient la technique suffisamment pour l'utiliser en situation de combat. En mai, ils étaient 48. La nouvelle se répandit par des voies informelles. Canal par canal, ingénieur par ingénieur, compagnie par compagnie. Les hommes qui avaient vu leurs camarades mourir sans pouvoir atteindre les positions ennemies avaient soudainement un nouvel outil à leur disposition. Le 9 avril, le caporal James Donnelly utilisa cette technique pour neutraliser un nid de mitrailleuses allemandes qui bloquait 2 compagnies d'infanterie près de Cassel. 3 tirs, 3 impacts. 36 hommes traversèrent en toute sécurité. Le 23 avril, le sergent Paul Martinez détruisit un poste d'observation fortifié qui coordonnait le tir d'artillerie sur les positions américaines. 2 tirs, impact direct. La coordination de l'artillerie s'effondra. Le 2 mai, le soldat Eddie Russo neutralisa une position de tireurs d'élite dans une usine bombardée qui avait tué 11 hommes en 3 jours. Un seul tir? Parfait. Le tireur d'élite ne tira plus jamais. Les rapports continuaient d'affluer. Succès après succès. Des vies sauvées, des positions neutralisées, et les Allemands prirent note. Le 7 mai, le renseignement intercepta une communication radio-allemande provenant d'une unité de la Wehrmacht près de Leipzig. La traduction était approximative mais claire. Les Américains placent des explosifs avec une méthode de livraison inhabituelle. Semblent être des mines à lancer à la main avec explosion à impact. Prudence recommandée lors de l'occupation de positions fortement défendues. Le 14 mai, un lieutenant allemand capturé fut interrogé sur les changements tactiques. Il indiqua à son unité de rester à l'écart des positions fixes avec fenêtres après les attaques de mines américaines. Cette technique fonctionnait non seulement tactiquement, mais aussi psychologiquement. Les Allemands adaptaient leur doctrine grâce à une méthode inventée par Daniel Reeves, combinant quelques mines capturées dans un abri et des années d'enfance à lancer des pierres. Mais sa reconnaissance officielle prit plus de temps. Le département du génie rédigea des rapports, des analyses tactiques, des guides de formation. Dans un langage bureaucratique sec, dépourvu de l'urgence et de l'innovation qui avait inspiré la technique, ils baptisèrent la méthode « déploiement mental mobile ». Le nom de Danny n'apparaissait que dans un paragraphe d'un rapport annexé. Le développement initial de la technique fut attribué au caporal Daniel Reeves du 23e bataillon du génie de combat en mars 1945. Pas de médaille,
Pas de citation, juste une note en bas de page. Danny s'en moqua. Il avait cessé de se soucier de la reconnaissance lorsqu'il avait vu Tommy Sullivan mourir en respectant les règles. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula. La guerre en Europe était terminée. Danny, avec le reste de son bataillon, se tenait sur une place poussiéreuse d'une ville française, écoutant l'annonce sur une radio crachotante, regardant les hommes célébrer, pleurer et s'enivrer avec du cognac libéré. Il pensa à Tommy Sullivan, au garage qui n'ouvrirait jamais, à tous les hommes survivant grâce à sa décision de braver les règles près de la rue la nuit précédente. Mais la célébration lui semblait vide. La victoire était bonne, la paix était bonne, mais cela ne ramenait personne. En juin, les démobilisations commencèrent. Système de points, durée de service, temps passé en combat. Danny avait assez de points pour rentrer chez lui en juillet. Avant de partir, le major Rix le trouva une dernière fois. « Tu retournes en Pennsylvanie. »« Oui, mon commandant. J'ai trouvé un travail en attendant à Scranton. As-tu déjà pensé à rester à la maison? L'armée a besoin de gars comme toi. Des hommes qui pensent différemment. » Danny hocha la tête. « J'ai accompli mon devoir, mon commandant. Il est temps de rentrer. » Rix lui tendit une enveloppe, documents de démobilisation et autre chose. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une page sur papier à en-tête du 3e armée, reconnaissance officielle pour les innovateurs en développement tactique. Pas de médaille, mais mentionné dans son dossier. Si tu dois prouver que tu es plus qu'un simple mineur de charbon avec un bon bras, cela te sera utile. Danny lut, plia soigneusement et glissa dans son sac. « Merci, mon commandant. »« Merci, caporal. Tu as sauvé de nombreuses vies. C'est plus important que tout métal. » Ils se serrèrent la main. Danny s'éloigna, marchant vers les camions qui le mèneraient d'abord au quai, puis à la maison. Il ne revit jamais le major Rix. Danny Reeves retourna à Scranton en août 1945. La mine lui rendit son ancien poste de chef de dynamitage. Même travail, même salaire correct. L'obscurité sous terre, après des années de combats ouverts, lui paraissait sûre. Il parlait peu de la guerre. Quand on lui posait des questions, il disait simplement qu'il était ingénieur de combat, qu'il avait fait un peu de destruction et qu'il était revenu entier. Cela suffisait. Il ne parla jamais des mines, de la ferme, des 3 détonateurs modifiés et des 47 hommes qui avaient traversé en sécurité grâce à un bon bras de lancer. Une seule personne connaissait toute l'histoire, le lieutenant Mackay, ami de Danny pendant les semaines de formation. Ils correspondirent pendant quelques années. Mackay enseignait les tactiques du génie à Fort Belvoir, Danny écrivait sur les veines de charbon et les programmes de dynamitage. Comme souvent, ces lettres se perdirent avec le temps. En 1947, Danny épousa Catherine, une femme rencontrée au Wilkes Barre. Ils eurent 3 enfants. Il leur enseigna à viser correctement, avec des pierres pour les cibles, avec des balles de baseball pour les zones de frappe. Il ne leur expliqua jamais pourquoi cette technique était si importante. En 1952, l'armée publia un guide de terrain mis à jour pour les ingénieurs de combat. Chapitre 7, section C. Technique détaillée de déploiement mental offensif. Le texte était clinique, précis et dépourvu de personnalité. Il parlait des exigences de précision, des procédures de modification des détonateurs, des protocoles de sécurité. Danny Reeves n'était pas mentionné, et il s'en moquait. Il était trop occupé à élever ses enfants, à placer des charges et à mener une vie tranquille dans une ville minière de Pennsylvanie. La technique se répandit au-delà de l'armée. En 1954, les ingénieurs de combat du corps des marines adoptèrent une version modifiée pour les opérations dans le Pacifique. En 1958, elle fut intégrée au protocole de formation de l'OTAN. En 1960, elle devint la doctrine standard pour les ingénieurs de combat dans 17 pays. Personne ne se souvenait plus de son origine. Le mineur de charbon qui avait inventé cette méthode dans un abri alors que ses camarades mouraient n'intéressait personne. Ainsi se fait l'innovation en temps de guerre. Pas par des comités, pas par des généraux, mais par des caporaux en colère, prêts à enfreindre les règles. Par le biais de mineurs apportant des compétences civiles à des problèmes militaires, par le biais d'hommes décidant que sauver des vies était plus important que de suivre la doctrine, Danny Reeves. Après avoir inhalé de la poussière de charbon pendant 49 ans, il mourut d'un cancer du poumon en 1994 à l'âge de 71 ans. Dans la nécrologie du Scranton Times, on mentionnait son service durant la Seconde Guerre mondiale, son travail dans les mines, ses 3 enfants et ses 7 petits-enfants. On ne parlait pas de la technique de guerre qu'il avait inventée et qui avait sauvé des centaines de vies. On ne parlait ni de la ferme, ni du clocher de l'église, ni des 47 hommes qu'il avait fait traverser la vallée en toute sécurité.
On disait simplement qu'il avait été un bon père, un tireur habile et un homme qui tenait ses promesses. Cela suffisait. En 2003, un historien militaire à West Point étudiait les innovations en ingénierie de combat de la Seconde Guerre mondiale. Dans les archives, il découvrit un rapport enfoui. Troisième armée, 1945. Analyse tactique des évolutions de la guerre des mines. Dans une annexe, un paragraphe mentionnait le caporal Daniel Reeves. L'historien suivit toute l'histoire à travers les anciens rapports post-conflit, les documents de formation et des entretiens avec des vétérans survivants. Il publia cela dans un petit journal d'histoire militaire, sous le titre « Tactiques innovantes dans le génie de combat en ETO ». 43 personnes le lurent. Parmi elles, il y avait le petit-fils de Danny Reeves, qui n'avait jamais su que son grand-père avait accompli quelque chose d'inhabituel pendant la guerre. L'homme âgé venait de devenir grand-père. Silencieux, doux, habile pour arranger les choses. Parti trop tôt. Son petit-fils se rendit à Scranton, visita le cimetière et se tint près de la pierre tombale en granit simple portant l'inscription « Daniel Reeves, 1923-1994. Père et mari aimant ». Il pensa aux 47 hommes qui avaient traversé un fleuve en sécurité, aux 3 tirs parfaits dans l'obscurité, aux règles enfreintes pour sauver des vies. Il n'ajouta rien à la pierre tombale. Elle était parfaite telle qu'elle. Certains hommes changent silencieusement le cours des guerres. Certaines innovations se diffusent sans tambour ni trompette. Certains héros meurent sans reconnaissance. Cela ne les rend pas moins importants. Cela les rend simplement honnêtes. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, merci de liker la vidéo. Abonnez-vous pour rester connecté à ces récits inédits. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez.